Être seulement salarié, c'est dangereux. Être seulement entrepreneur, c'est risqué. Lorsque vous avez la chance de voyager, regardez autour de vous quelles sont les opportunités qu'il y a là-bas pour revenir facilement. Très souvent, on a l'habitude de copier des modèles qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Il ne faut pas avoir l'habitude de discuter avec tout le monde, n'importe comment. Il faut apprendre à discuter avec les gens qui ont le pouvoir, la légitimité et l'urgence. Aujourd'hui, ce qui se passe chez les jeunes, c'est que les jeunes ne savent pas patienter. Ils ne savent pas ce qu'il faut pour aller changer, pour aller apporter le changement. Il faut mesurer ce qu'on veut avaler, sinon ça risque de se coincer au niveau de la gorge. Il faut développer la capacité à planifier, parce que celui qui ne planifie pas ce qu'il veut faire planifie son échec. Hello chers tous, bienvenue à vous qui suivez cette émission Deep Conversation, cet espace d'échange où je reçois chaque dimanche des personnalités avec qui on essaie d'échanger autour de leur parcours afin de tirer des leçons de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un homme qui, il me semble, n'est pas le plus populaire de tous les invités que j'ai reçus, mais sûrement parmi les plus pertinents. Car il a un pied et dans l'entreprise, un pied et dans le monde, dans le salariat. Et il estime que c'est le meilleur modèle pour s'émanciper, que ce soit en Afrique de façon générale et au Congo de façon particulière. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Jaffé Mavungu. Bonjour. Bonjour très cher JM et merci de me recevoir sur ce plateau. Enfin, je me sens modestement tout petit au regard des illustres prédécesseurs qui se sont succédés ici avec toute la pertinence et tout ce qu'ils ont pu apporter à cette émission. Et donc, toi et moi savons où a commencé ce rêve il y a plusieurs années. Donc, je suis très, très ravi d'être ici sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présent. Deep Conversation, c'est maintenant. Ça y est, depuis le 14 décembre 2025, le pouvoir caché des relations est disponible sur Amazon et sur d'autres plateformes où vous pouvez l'acheter au prix de 25 € pour ceux qui sont en Europe, en France, aux États-Unis, et au prix de 15 000 francs pour ceux qui sont en Afrique, francophone, anglophone et peu importe. Le pouvoir caché des relations a été édité chez Soart Éditions, une maison d'édition qui accompagne des jeux de talent, particulièrement du Congo, mais aussi de l'Afrique de façon générale. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec cette maison d'édition pour vous accompagner dans la rédaction, la publication de vos ouvrages littéraires. Aussi, je tiens à travers cette petite introduction vous rappeler que vous êtes plusieurs qui nous suivent dans Deep Conversation, cette magnifique émission où je reçois les différentes personnalités de tous horizons avec qui on discute sur des sujets de société, mais pas que, aussi sur leur parcours de vie. Et au travers de ces émissions-là, on essaie de tirer des leçons de vie. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes au nom de JM Tikaya, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, le même nom, JM Tikaya. Bonne émission à vous, à très bientôt, Yébelardo. Alors, s'il était question, est-ce que déjà on peut se vous voyer ou se tutoyer? C'est une question que je pose à... On va se tutoyer. Ah, d'accord. Alors, s'il était possible de se présenter, que tu te présentes de la meilleure des façons, qui est Jaffé Mavungu? C'est difficile de se présenter de la meilleure des façons, mais je dirais que on a tendance souvent à dire ce que nous faisons quand on nous demande de nous présenter. Ben, moi, je vais essayer de commencer par d'où je viens, quelle est ma mission sur cette terre, et ensuite on essaiera de parler de ce que je fais. Alors, Jaffé Mavungu était un jeune Congolais, donc de la République du Congo, né à Brazzaville. J'ai beaucoup plus grandi à Dolisie, donc salutations à tous les Dolisiens. Donc j'ai grandi à Dolisie et j'ai mes racines là-bas. Dolisie, c'est un peu comme le quartier général de ma famille, parce que c'est là-bas qu'on a vu grand-père, c'est là-bas qu'on a vu mémé, mamie, et donc c'est là-bas que nous avons reçu une certaine éducation qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
Et ma mission ici sur Terre peut se résumer à l'acronyme aider. Ok. Donc, je suis ici pour apprendre, pour inspirer, pour diriger, pour enseigner et pour réinventer. C'est pour cela que je suis sur Terre, c'est ma mission. Et comment je concrétise cela? Eh bien, à travers d'abord l'ingénierie. Donc, je suis ingénieur de formation et je travaille dans le secteur de l'énergie, mais aussi par le pilier entrepreneurial. J'aime bien me lancer des aventures, que ce soit dans l'entrepreneuriat social ou dans l'entrepreneuriat classique. Et donc, je suis depuis 7 ans, depuis 2017, à la tête de l'Osabu Group. On pourra en parler. Donc, c'est une association qui, depuis 8 ans, fait en sorte qu'au Congo, nous puissions préparer la relève dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, parce que nous sommes convaincus qu'aucun pays ne peut se développer sans avoir plus d'ingénieurs, plus de scientifiques, plus de chercheurs, plus de mathématiciens. C'est un développement complètement utopique que de ne pas penser à ce genre de profil. Donc c'est ce que nous essayons de pousser depuis plus de 8 ans maintenant. Et voilà, et à côté de ça, je suis à la tête d'entreprises. La première, c'est Jade & Brothers, une SARL, qui a été créée depuis 2019. Et aussi une entreprise qui est toute jeune, que j'ai lancée en 2024, qui s'appelle Doxa Group. Donc voilà ce que nous faisons au quotidien. Voilà qui est Jafé. Incroyable parcours et quelle présentation. Vraiment, ça a été une présentation de la meilleure des façons que tu viens de nous proposer. Comment est-ce qu'on arrive au Jafé d'aujourd'hui avec le recul? Est-ce qu'on investit sérieusement dans l'éducation, c'est-à-dire la formation? Est-ce qu'on se connecte au bon réseau? Parce que tu dis, est-ce qu'on développe des compétences qui nous donnent d'avoir l'équilibre que tu as? Tu dis être à la tête de 2 entreprises, Doxa et Jade & Brothers. Tu es aussi cofondateur de l'Osabu. En plus de ça, tu travailles dans un milieu très, 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 très exigeant qui définit limite presque l'économie mondiale, qui est le secteur des énergies, à savoir le pétrole. Comment est-ce qu'on arrive à être ce Jafé Mavungu? C'est le résultat d'un parcours qui au départ était un parcours sans un plan, mais qui au fur et à mesure s'est structuré. C'est structuré parce que nous avons été confrontés à l'extérieur du pays, à l'extérieur du continent, ce qui a fait qu'on a pu au fur et à mesure structurer. Mais ce parcours a commencé comme tous les autres parcours, c'est-à-dire par la formation, donc classique, le baccalauréat, la licence. Moi en particulier, j'ai fait les classes préparatoires d'ingénieur, le diplôme d'ingénieur et tout. Et au fur et à mesure, après cette formation, comme tout jeune, on a d'abord commencé par se lancer dans le monde de la recherche de l'emploi, dans ce combat. Nous avons commencé à chercher l'emploi et ensuite, face à différents challenges qu'il y a au niveau local, eh bien, on s'est lancé vers l'entrepreneuriat social pour commencer et au fur et à mesure, on a eu de l'expérience et on a réorienté tout pour être capable aujourd'hui de tout équilibrer, donc d'être à la fois entrepreneur et salarié. Et c'est un modèle que j'encourage vraiment. On a atterri dans ça en fonction de la réalité. Parce que très souvent, on a l'habitude de copier des modèles qui ne sont pas adaptés à nos réalités. D'aucuns diront que le salariat, ce n'est pas la voie à suivre. D'aucuns diront que c'est l'entrepreneuriat qu'il faut suivre. D'autres pensent Toi, tu penses que c'est les deux? Moi, je pense que c'est les deux. Et c'est le résultat, comme je le disais, d'un parcours. J'ai été dans ce monde de l'entrepreneuriat. J'ai dit tantôt que j'ai créé ma première entreprise, une SARL, en 2019. Ça veut dire que j'ai commencé dans ce monde. J'ai vu ce qu'il me manquait. D'accord, j'ai fait faillite pour la première fois en 2021. On pourra en reparler. Et c'est en étant sur le terrain que je me suis rendu compte qu'attention, Jafé, tu as eu des connaissances, mais après, il faut savoir les adapter à la réalité du terrain. Et le terrain aujourd'hui, partout en Afrique, c'est
ça nous encourage à nous diriger vers le salariat et l'entrepreneuriat. Il faut être hybride. Ceux qui pensent qu'il faut seulement être salarié sont en danger. Ceux qui pensent que dans le contexte actuel, faudrait bien qu'on soit clair là-dessus, dans le contexte et l'environnement que l'on a aujourd'hui dans la plupart des pays africains, être seulement salarié, c'est dangereux. Être seulement entrepreneur, c'est risqué. Ok. Donc voilà. Il faut les deux. Mais avant qu'on touche ce featuring ou ce système hybride de la création de valeur et de richesse, tu nous as énormément bien exposé le volet entrepreneurial, mais moins le volet salarial. Alors, tu travailles en tant que qui libre à toi de juger si tu diras où tu travailles ou pas. Mais déjà, aujourd'hui, au niveau de l'entreprise où tu travailles en qualité de quoi, quelles sont tes missions par rapport à là-bas? Alors, je suis au quotidien, je suis ingénieur exploitation. L'exploitation, chez nous, ça signifie deux choses, la production et la maintenance. Okay. Donc, une fois, si vous voulez, je travaille dans le secteur du pétrole. Une fois qu'on a découvert du pétrole dans une zone, on a fait des puits, on est arrivé au niveau du réservoir, je vous épargne les détails techniques. Lorsqu'on vient pour commencer à soutirer le pétrole qu'il y a sous-sol pour le ramener en surface, faire le traitement et commencer à l'expédier vers un point B, eh bien, il faut gérer ces installations-là au quotidien en termes de production et de maintenance. Donc moi, au quotidien, c'est ce que je fais. Mes tâches, que je sois au bureau ou que je sois sur site, peuvent varier. Lorsque je suis au bureau au quotidien, c'est beaucoup plus la gestion de tout ce qui est production. On reçoit des rapports, on essaie d'anticiper les problèmes qu'on peut rencontrer. Et côté maintenance, on fait du support aux différents sites que nous avons. Donc au quotidien, c'est ce que je fais. Est-ce que ça c'est au Congo? Au Congo, oui. Okay. Est-ce qu'il y a beaucoup de Congolais dans ce milieu ou bien on est face à un manque d'éléments? Non, bien sûr. Il y en a beaucoup? On a beaucoup de Congolais qui sont dans ce milieu, de plus en plus, et heureusement, Okay. grâce aussi, il faut le dire, à beaucoup de lois, notamment la loi sur le contenu local, Okay. qui fait que de plus en plus de Congolais commencent à occuper des postes de responsabilité au sein de grandes boîtes là-bas au pays, dans le secteur de l'énergie, ce qui est bien. Il y a encore bien évidemment du chemin à faire, mais ça avance. Et on le constate au quotidien que déjà que les postes sont jeunes, Okay. qu'on responsabilise beaucoup de jeunes Congolais, et Okay. ça, c'est quelque chose d'encourageant. Alors, tu as un riche parcours que on a déjà eu le temps, plus d'une fois. Nous avons eu le temps plus d'une fois de parler de ce parcours-là. Tu as fait plusieurs pays, tu as fait l'Afrique de l'Ouest, tu as fait les States, aujourd'hui tu es en Europe. Est-ce que ces différents parcours ont apporté une valeur à ce que tu es aujourd'hui et à l'équilibre que tu adoptes aujourd'hui, à savoir tu es salarié et entrepreneur? Absolument. Et déjà, quels sont les pays que tu as fait Wow. Absolument. Alors, je vais commencer par... déjà, j'ai quitté Dolisie pour aller à Brazzaville. C'est le tout premier voyage parce que je n'étais pas habitué à vivre seul. Okay. Donc, mon premier choc, ça a été celui-là d'aller à Brazzaville, d'aller à l'université Marien Ngouabi. Mais très rapidement, je me suis tourné vers la République démocratique du Congo. Donc, je suis allé à Kinshasa pour des études. Kinshasa m'a appris l'autonomie, apprendre à s'organiser, vivre loin des parents, apprendre à gérer un budget, apprendre à tenir jusqu'à la fin du mois, apprendre à gérer la pression du résultat. Ensuite, je suis allé au Ghana. Et pour moi, le point tournant a été le Ghana. C'est un pays que j'aime énormément parce que c'est au Ghana que j'ai commencé à voir les choses différemment. Pour vous donner un petit exemple, c'est au Ghana que je me suis retrouvé à l'école avec des amis qui le matin étaient étudiants et l'après-midi étaient chefs d'entreprise. Et c'est de là qu'est parti ce déclic de me dire, mais tiens,
c'est possible de combiner deux choses à la fois. On n'a pas besoin de lutter. Parce qu'il y en a qui se disent, moi, je trouve que l'école, c'est pas important. Je vais me lancer directement dans les affaires. Il y en a qui disent, mais non, je vais plutôt faire les études et ne pas faire d'affaires. Mais j'ai eu la chance de voir des gens qui font les deux. Donc, ça part de là, ce côté combiné, avoir un double ancrage, ça part de là. J'ai vu des jeunes qui faisaient deux choses à la fois et qui les faisaient bien, parce que derrière, il y avait une organisation, parce que derrière, il y avait une vision, parce que derrière, il y avait des mentors, parce que derrière, il y avait un réseau. C'était bien organisé, bien structuré, bien pensé. Et c'est de là qu'est parti le déclic. Alors après le Ghana, je suis allé aux États-Unis. Alors là, les États-Unis, ça a été encore une autre expérience formidable de voir des jeunes africains, parce qu'on s'est retrouvés d'abord entre jeunes africains de différents pays au niveau de l'université d'Oklahoma, et de voir des jeunes Africains avec des initiatives d'un acabit, de cet acabit de grande envergure. Et c'est ça qui a commencé à me motiver, à m'inspirer, à enrichir toute cette expérience. Et aujourd'hui, je suis en Europe depuis à peu près plus d'une année maintenant. Et donc, ça continue à bonifier tout ce parcours, à m'ouvrir les yeux et à me consolider dans la réflexion que j'ai toujours menée et dans ce que je suis en train de dire, dans le fait que c'est important dans le contexte actuel. Peut-être que plus tard, ça pourra changer, mais que c'est important dans le contexte actuel d'être à la fois entrepreneur et salarié. Aujourd'hui, lorsque on sort du Congo ou même de l'Afrique, on dit ne rentre pas, ne reviens pas. Et pourtant, toi, en off, tu m'avais dit plus d'une fois que quand tu es parti, tu avais la ferme assurance que tu allais revenir. Qu'est-ce qui a motivé ton retour et comment est-ce que tu as préparé ce retour vers le pays et à quelle réalité tu as été confronté une fois que tu étais sur place? D'abord, je suis reconnaissant envers l'État congolais. Je me sens vraiment privilégié parce que beaucoup de jeunes n'ont pas eu la chance d'avoir une bourse. Moi, je suis allé en RDC, j'ai été boursier de l'État. Donc, il y a ce côté de redevabilité envers le pays, rendre à la nation ce qu'elle m'a donné. Ça, c'est déjà un premier pas. Deuxièmement, ma famille, mon père. Mon père, c'est quelqu'un je peux dire que c'est ma personnalité préférée. Voilà, c'est mon premier modèle. C'est quelqu'un qui nous a toujours encouragés à venir développer chez nous. Peu importe où nous allions, que nous puissions toujours penser à d'où nous venons. C'est très, très, très important, cet ancrage-là. Donc, c'est parti de là, déjà cette redevabilité envers le pays, et puis les conseils nourris très chers de mon père. Donc, à chaque fois que je voyage, je sais toujours que je vais revenir. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous voyez que je suis allé en RDC, je suis revenu, j'ai été confronté à un certain nombre de difficultés. Mon premier retour au pays était un retour désorganisé. Ça a été le retour le plus difficile. Parce que je n'avais pas de plan, parce que je n'avais pas d'économie, parce que je n'avais pas préparé ce retour comme il se devait. J'étais juste content de rentrer au pays avec un diplôme et tout. Mais après, je me suis rendu compte que c'est difficile. Donc, à tous ceux et toutes celles qui veulent rentrer au pays après des études, il faut suivre un canevas précis. Il faut avoir un chemin qu'on suit et c'est très important. Premièrement, ce que j'ai remarqué de ma petite expérience en allant et en revenant au pays, il faut avoir la possibilité de retourner. Il faut avoir un ancrage. Je vais être honnête. La première fois que je suis allé aux États-Unis en 2018, j'avais cette fois-ci créé un ancrage au niveau des États-Unis. C'est-à-dire que lorsque dans votre cerveau, vous rentrez au pays et que vous savez que vous avez la possibilité, si jamais les choses ne marchaient pas, de revenir, je puis vous assurer que ça va vous éviter beaucoup de stress inutile. Donc, quand tu rentrais au Congo, tu savais que tu pouvais... Je savais qu'à n'importe quel moment, je pouvais repartir. Repartir aux États-Unis. Parce que lorsque vous avez la chance de voyager, regardez autour de vous quelles sont les opportunités qu'il y a là-bas pour revenir facilement.
Ça peut être par le truchement d'une bourse, ça peut être, je ne sais pas, par rapport à la France ou l'Italie ou la Belgique. Il y a toujours des avantages, il y a toujours des choses qui peuvent vous permettre de revenir. Ça va vous permettre d'avoir au moins cette assurance qu'au cas où les choses Tourne au vinaigre, vous avez la possibilité de rebondir. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que je vis au pays et j'ai vu plusieurs personnes qui ont fait ce retour au pays et ça s'est mal passé et qui n'arrivent pas à repartir. Donc moi, je vais être très honnête et je vais vous dire, commencez par la possibilité d'avoir un ancrage où vous êtes. La deuxième chose, ayez un minimum de... Je vais exagérer peut-être, mais moi, je suis quelqu'un de très prudent. Ayez 12 mois de charge fixe, ce qui correspond à votre standing de vie. Ayez ça dans votre compte bancaire, au moins 12 mois. Ok. Parce qu'en une année... Ça, c'est lorsqu'on part? Lorsque vous êtes hors du pays et que vous voulez rentrer, préparez ce budget. 12 mois. 12 mois. Je ne parle pas d'un budget investissement. Je parle d'un budget qui peut vous permettre de subvenir à vos besoins pendant 12 mois. Se déplacer, se loger, se nourrir, etc. Préparez ça, mettez dans un compte. Deuxièmement, ayez un budget investissement. D'accord? Donc, ancrage, step one. Deuxièmement, budget, on va appeler ça urgence, et budget investissement. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faudrait, en termes de capital, il n'y a pas que le capital financier. Parce que beaucoup d'entre nous, en rentrant au pays, on pense que c'est seulement un problème de finances. Mais non, il faut aussi avoir un capital spirituel et un capital mental. Parce que le pays est très spirituel. Spirituel, vraiment spirituel. Le pays est spirituel. Parce que vous allez aller forcer des portes, parce que vous allez revenir avec un nouveau mindset. Et il faut savoir comment utiliser ce nouveau mindset et l'adapter au contexte du pays pour qu'on ne vous traite pas d'un prétentieux, de quelqu'un d'orgueilleux, etc. Parce que c'est ce qui va souvent arriver. La première fois que je suis rentré, je me suis rendu compte que je réfléchissais trop vite, trop rapidement et que ça dérangeait. Donc vous allez déranger, mais simplement, peut-être par inadvertance, mais il faudrait avoir la sagesse et le mental qu'il faut pour traverser un certain nombre d'étapes. Donc, je parlais de capital. Le capital n'est pas que financier. Il faut avoir un capital spirituel. Je ne parle pas ici de maraboutage. De maraboutage et tout, mais ayez quelque chose qui va vous aider. En fait, pour les chrétiens, d'avoir Dieu. D'avoir Dieu, c'est très, très important. Ensuite, ayez un produit minimum viable ou un service minimum viable. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout ce que vous voulez faire au pays, lors de votre retour au pays, testez cela. N'allez pas vous installer au pays directement. Faites des allers-retours. Créez des produits minimum viables, des petites versions de ce que vous feriez au pays quand vous allez rentrer, ce que vous ferez au pays quand vous allez rentrer. Créez des petits produits minimum viables, des services minimum et voyez comment cela fonctionne. Faites les ajustements nécessaires, faites des allers-retours pour commencer. Et après cela, il faudrait avoir un plan précis. Lorsque je vous donne un exemple très simple, moi j'ai toujours rêvé d'être dans le secteur des mobilités, c'est-à-dire d'avoir des sociétés de transport, etc. C'est vraiment, ça a toujours été un rêve. Et c'est toujours un rêve? Ce n'est plus un rêve aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. On est passé du rêve à la réalité, mais ça me permet à chaque échelle de pouvoir faire les ajustements sans, entre guillemets, mettre trop de capitaux. J'ai un projet peut-être d'avoir 1000 véhicules en circulation, que ce soit des bus, que ce soit la mobilité interurbaine ou intra-urbaine et tout. J'ai un projet d'avoir 1000. Mais je ne vais pas commencer avec 1000. Je vais essayer avec 2, 3, 4, 5 et monter graduellement. Et monter graduellement et planifier en ayant des données du terrain. Parce que beaucoup de personnes quittent l'Occident avec le modèle qui marche en Occident et ils se disent je vais rentrer au pays et je vais dupliquer la même chose. Alors que le pays est exposé à d'autres réalités. Le pays a ses réalités. Je vais vous donner un exemple pratique. Dans le secteur de la mobilité, je connais une personne qui est venue de l'Occident et qui est venue avec des véhicules de l'Occident pour se lancer dans le business, sous prétexte que c'était des véhicules robustes au niveau de l'Europe et tout. Mais
La réalité, c'est que chez nous, en Afrique, on a des problèmes de route. On a des problèmes de route et tout. Et il a commencé à avoir des pannes, il a commencé à avoir des problèmes. Sa voiture, soi-disant robuste, avec 0 kilométrage, a commencé à tomber en panne rapidement et tout et tout. Alors que si il était rentré au pays avant, qu'il avait testé au minimum, il aurait su qu'au pays, il y a déjà des véhicules qui sont adaptés à nos routes. Donc, ça ne sert pas d'aller prendre des véhicules à l'extérieur pour les ramener au pays, mais il aurait eu l'information de terrain pour faire un plan qui soit précis, un plan qui soit smart. Okay. Donc, voilà. Et enfin, il faudrait développer un réseau. Il faudrait réseauter. C'est important. Il faudrait apprendre à savoir qui a le pouvoir, qui a la légitimité dans n'importe quel pays. C'est très important. Il ne faut pas avoir l'habitude de discuter avec tout le monde, n'importe comment. Il faut apprendre à discuter avec les gens qui ont le pouvoir, la légitimité et l'urgence. C'est-à-dire que s'il y a une situation malencontreuse qui arrive, ils sont capables d'être d'une valeur ajoutée, quitte à même te faire sortir du pays. Utilisez ces critères pour choisir qui est dans votre réseau. Est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il a la légitimité? Est-ce qu'il a l'urgence? Okay. Quelqu'un qui a le pouvoir, qui n'a pas la légitimité, c'est dangereux. Il faut réunir ces 3 personnes dans notre réseau. Quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui a la légitimité. La personne qui a l'urgence, c'est la personne qui comprend les enjeux du moment, qui sait que par rapport à la croissance démographique, on aura des besoins en termes de mobilité urbaine qui vont croître. Donc, c'est quelqu'un qui comprend le business. Il faut avoir ce genre de personnes dans le réseau. Et du coup, c'est en faisant des allers-retours que vous allez faire grandir ce genre de réseau-là. Donc, voilà comment on rentre au pays. Mais ça, c'est le fruit de plusieurs années de réflexion et d'expérience et d'échecs. OK. Voilà. Donc ton deuxième retour, est-ce que tu as fait tout ce que tu viens de nous présenter avant ton deuxième retour, ou bien tu es revenu et puis c'est exposé à la réalité du terrain que tu as développé au fait toute cette approche liée au retour du terrain? Je vais dire que j'ai fait un premier retour au pays de la RDC pour le Congo, échec en 2014, échec. Alors là, c'était compliqué parce que j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas et tout. J'ai eu cette chance-là de repartir vers le Ghana. Lorsque je suis rentré du Ghana, j'ai amélioré. Pour le Congo? Pour le Congo. J'ai quand même fait des améliorations, mais à mon retour, deuxième échec. OK. C'est lorsque je suis allé aux États-Unis pour rentrer, et j'ai toujours cette petite anecdote. Je me rappelle, j'atterris à l'aéroport Maya et le policier prend mon passeport pour vérifier au niveau de l'immigration. Il me dit, mais monsieur, vous venez en vacances? Je lui dis, non, je rentre au pays. Il prend mon passeport, il dit au passager d'abord passer. Il me dit, ah, mais mon frère, excusez-moi, mais vous êtes con. Authentique. Il me dit, mais excusez-moi, vraiment, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, mais vous êtes bête. Comment vous pouvez quitter les États-Unis? Il a regardé le passeport. Il a regardé parce que j'avais un visa qui courait jusqu'à plusieurs années. Il me dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais c'est pas possible. Vous voyez déjà l'électrochoc que vous recevez. Le choc dès l'arrivée. Dès l'aéroport. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les amis autour de vous, la pression sociale. Alors, Jafé, tu repars. Mais non, je viens pour m'installer. Mais tu as un problème. Tu es arrivé aux États-Unis et tu rentres. Mais pourquoi tu rentres et tout? Et c'est là toute la difficulté. J'ai parlé tout à l'heure d'avoir le capital mental et spirituel. Si vous ne l'avez pas, vous allez craquer. Vous allez croire que vous êtes maudit parce que tout le monde va vous le répéter pour dire « Mais non, c'est une malédiction. JM, tu es arrivé à Paris et tu dis que tu rentres au pays pour venir essayer quoi? Tu connais le contexte économique, tu connais le contexte d'ici, le contexte social. » D'ailleurs, même quand j'essaie de dire à mes proches que « Ah, mais peut-être un jour, je reviendrai », ils me disent « Mais tu avais dit chercher quoi? Tu deviens fou, quoi. » Et justement, c'est ce qui se passe. Mais la troisième fois, j'ai fait la rencontre d'un monsieur aux États-Unis qui m'a posé une question qui a changé mon existence. OK. Il me dit, mais dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu feras? Où seras-tu? Alors là, j'étais perdu. Moi qui n'avais jamais réfléchi à ce que je voulais faire dans une année, dans 2 ans. Il me parle de 20 ans. Il m'a dit, mais c'était un professeur, un chef de département au niveau de l'université. Il m'a dit, passe à mon bureau. Et il m'a tendu une feuille. Il m'a demandé de planifier ma vie sur 20 ans. Tu l'as fait?
J'ai pris une semaine à le faire, mais je l'ai fait. Et j'aime bien montrer cela autour de moi. Je peux dire que les choses se réalisent telles que prévues, telles que planifiées. Si on a un plan. Si on a un plan. Sérieusement. Et qu'on le suit. Alors, ça ne sera pas in extenso ce qu'on a écrit, mais ça ne sera pas loin de ce qu'on a prévu. Ce qu'on a eu à mettre sur. Donc aujourd'hui, tu es le résultat de ce que tu avais écrit. Je suis parfaitement le résultat de ce que j'avais écrit. C'est merveilleux ce qui se passe. Il te reste combien d'années? Il me reste, j'ai commencé en 2018, il m'en reste 13. Ok. Il m'en reste 13. Et j'ai vraiment avancé, c'est incroyable. Et dans le plan, tu seras milliardaire? Bien évidemment. Je n'ai pas peur de le dire. Je sais qu'en Afrique francophone... Je sais au moins dans mon réseau, j'aurai un milliardaire. Je sais qu'en Afrique francophone, on est très pudique, très réservé sur les questions d'argent. Mais moi, je n'ai pas peur de dire qu'aucune somme d'argent ne me fait peur. Alors, tu rentres, mais il y a un détail très important. Parmi les rencontres que tu vas faire, il y a une rencontre très, 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 très stratégique. Je ne sais pas, est-ce que c'est lorsque tu vas repartir pour la deuxième fois ou c'était lors de la première rencontre? Tu vas rencontrer un homme aujourd'hui qui s'est élevé au rang de modèle pour plusieurs générations et qui a même réalisé, semble-t-il, en 2008, le rêve de Martin Luther King. Tu vas rencontrer avec un groupe très restreint de personnes, le président Obama, qui va vraiment avoir un temps de discussion à cœur ouvert avec ce petit groupe Déjà, comment tu arrives à rencontrer le président Obama? Alors, on est en fin 2021. OK. Fin 2021. Période Covid, apparemment. Oui, on sortait de la période Covid et tout. Et à ce moment-là, on me parle d'un programme. On me dit qu'il y a un programme sélectif. Il y a un programme qu'on appelle The Obama Foundation. OK. Et donc, chaque année, le président Obama choisit 35 jeunes qui font des choses pertinentes, impactantes dans leur pays pour aller suivre une formation à l'Université de Columbia, d'abord à New York. Et à la fin de cette formation, il y a un sommet. Et pendant ce sommet, il y a un tête-à-tête avec le président Obama. Alors, ce qu'il faut savoir, je ne suis pas forcément en phase avec la partie politique du président Obama. Ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, j'aime ce côté leadership qu'il a. J'aime un certain nombre de programmes qu'il a eu à mettre en place. Et surtout, j'ai appris l'anglais en imitant le président Obama. Okay. Donc, dans ma chambre, quand j'apprenais l'anglais il y a plusieurs années, c'était les vidéos de Barack Obama que je mettais pour m'exercer. Du coup, je me suis tout de suite senti motivé à postuler. J'ai postulé, ça se fait en remplissant des formulaires, en disant ce qu'on fait. Et donc, j'ai présenté ce que l'Ouzabou faisait. Je parlais de l'Ouzabou en début d'émission, que nous essayons d'organiser des ateliers pratiques de sciences, de technologie, d'ingénierie, de mathématiques dans les écoles. Donc, ce sont des ateliers de robotique, ce sont des ateliers où nous apprenons l'IA, donc tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Et donc, c'est ce que je présente. C'est par le truchement de cette candidature que je suis invité d'abord à un entretien. Je réussis mon entretien et ensuite, ça s'est passé. J'ai reçu un billet. Je suis allé aux États-Unis, à l'Université de Columbia, où on a eu à recevoir des formations sur le leadership éthique. Donc, on nous a enseigné comment on dirige des hommes, c'est quoi le leadership, comment on dirige des hommes avec des valeurs, avec des convictions et tout. Et à la fin, il y a eu ce sommet, un grand sommet en aparté, on a eu à rencontrer le président Obama. Voilà. Et comment la discussion se passe? Est-ce que tu es émerveillé? Est-ce que tu te dis, mais l'homme que je voyais à la télé, je l'ai en face, et qu'est-ce qui va franchement te dire? Parce que en off, tu me dis, et tu me l'as dit plusieurs fois, qu'il y a vraiment eu des conseils stratégiques qu'il a donnés à l'ensemble de ce petit groupe, et que ces conseils, quand tu les appliques, véritablement, tu sens que oui, c'était nécessaire pour moi de recevoir ce type de conseils. Déjà, comment se passe la discussion? Et quels sont, si tu peux mettre, c'est aussi ça l'objectif de Deep Conversation, c'est-à-dire recevoir des personnalités comme vous autres qui, par la grâce, ont pu rencontrer des personnalités que nous, aujourd'hui, on n'a pas encore la grâce de rencontrer, de nous mettre à disposition ce qui s'est passé à huis clos. Si bien sûr tu le juges. D'ailleurs, je pense que tu vas le faire parce qu'une fois, je t'avais dit que pour moi, le leadership, c'était d'apprendre et de garder pour soi.
Et on était à Diaté, tu m'as dit non. Le leadership, c'est apprendre et donner. Et depuis ce jour-là, je me suis défini, je me suis donné, d'ailleurs, c'est même l'objectif de Deep Conversation, recevoir ceux qui ont des choses à donner. Donc déjà, comment se passe cette rencontre et qu'est-ce qu'il vous dit? Alors déjà, on arrive, c'était très impressionnant. Le président Obama, il est entre guillemets ex-président, mais toujours ultra protégé. Donc le bémol, c'est qu'on n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones et tout. Et voilà, donc le secret de service avait tout pris. Mais hasard de l'histoire, on me met juste en face de lui. Donc ma chaise est juste en face. On était en cercle. Face to face. Donc j'étais juste en face de lui. Et il s'assoit, un monsieur très, très sympa. Bon, il a exercé des très hautes fonctions, une mémoire d'éléphant. Il nous a appelés chacun par son nom. Et il nous a félicités. Ben oui, le président a prononcé le nom Mavungu à sa manière. Il avait dit quoi? Mavungo. Bien évidemment. Mavungo. Mais il a appelé chacun. Avec l'accent. Avec son accent. Mavungo. Mavungo. Et entendre ce genre de personnes vous dire que j'aime ce que vous faites et c'est vraiment important de pouvoir pousser les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques pour impacter le continent. Et ben, c'était vraiment très, très encourageant. Mais à côté de cela, on a parlé d'un certain nombre de sujets. Il y a des sujets que je peux évoquer, d'autres que je ne peux pas, parce que c'était, entre guillemets, stratégique et tout. Mais un des conseils, d'abord, j'ai appris l'humilité à travers lui. Il s'excusait à chaque fois qu'il coupait quelqu'un pour prendre la parole. Bref, on ne sentait pas qu'on était en face d'un président, d'une haute personnalité. On était très à l'aise. On a discuté d'un certain nombre de sujets. On a été cash. Au départ, les gens étaient timorés, mais franchement, on lui a dit des choses. Vous savez que ce qui se passe sur le continent, les jeunes d'aujourd'hui portent ça avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion. On a été vraiment très dur, mais la conversation s'est bien passée. Une des leçons que j'ai retenues, c'est le timing. C'est le timing. Ce monsieur nous a expliqué qu'il préparait son ascension vers la présidence depuis des années. Mais il a eu le sens du timing. Et du détail. Aujourd'hui, ce qui se passe chez les jeunes, c'est que les jeunes ne savent pas patienter. Ils ne savent pas ce qu'il faut pour aller changer, pour aller apporter le changement. Lorsque vous apportez le changement, vous êtes en train de déplacer des montagnes qui sont là depuis longtemps. Et vous ne pouvez pas aller sans préparation. Peu importe le secteur, que ce soit le secteur de l'entrepreneuriat, que ce soit le secteur de la politique, peu importe le secteur, vous avez besoin de préparation. Et vous avez besoin de savoir à quel moment il faut y aller. Et c'est ce qui détruit beaucoup de carrières politiques, beaucoup de carrières dans le salariat, beaucoup de carrières dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a un problème de timing. Et il nous a donné des exemples précis par rapport à des héros africains qui avaient des bonnes idées, mais qui n'ont pas su saisir la balle au bon moment, mais qui se sont précipités et qui n'ont pas eu les résultats escomptés, qui n'ont pas eu le temps et la longévité nécessaire pour pouvoir accomplir leurs idées. Et donc, il faut savoir à quel moment entrer dans le jeu. C'est important, sinon on va disparaître avant son temps. Donc voilà, c'est la plus grande leçon que je peux partager. C'était la gestion du timing. Sur la gestion du timing. Il faudrait commencer par poser les bases. Quand il faut se former, ne trichez pas. Formez-vous convenablement. Viendra le moment où on va vous confier des responsabilités. Et à ce moment-là, il faudra prouver. Mais ne commencez pas à mettre la charrue avant les bœufs. Ne commencez pas à vouloir être leader sans préparation. Vous allez vous brûler les ailes. Donc, c'est très important pour un jeune qui nous suit aujourd'hui de savoir que tout a un temps. Et d'ailleurs, le Père Céleste lui-même l'avait dit dans sa parole aussi, quand il dit que, attention, il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Okay. Voilà. C'est magnifique ce que tu dis. Maintenant, parlons de la réalité de l'entrepreneuriat chez nous. Quand tu rentres, tu as été confronté à quel type de réalité? Par rapport, non pas ces réalités-là sur ta personne, mais plutôt l'écosystème. Vraiment, que comme disait un comédien du Gabon, dans ce pays, rien ne marche
tout est à refaire. Est-ce que tu t'es dit, mais waouh, il y a beaucoup à faire, ou bien tu t'es dit, bon, il y a une petite colonne vertébrale, et puis moi, je vais m'agripper là, avec mon mindset, et puis je vais essayer d'apporter ma valeur ajoutée. Alors, quand je rentre, la réalité du terrain me pousse à penser aujourd'hui que lorsque vous rentrez pour la première fois, n'allez pas tout de suite dans le secteur formel. N'allez pas tout de suite dans le secteur formel. Pour une personne qui rentre au pays. Pour une personne qui rentre, ne commencez pas. Voilà pourquoi c'est important de faire des allers-retours. OK. Parce que lorsque vous faites des allers-retours, vous pouvez tester les choses à petite échelle. Et à petite échelle, vous pouvez tester les choses de manière informelle. Je vous donne un exemple concret, toujours dans un secteur que je connais très bien, qui est celui des mobilités. Vous voulez avoir une entreprise sérieuse. Ici, en France, je pense qu'il y a une entreprise qui est dans tout ce qui est taxi, vraiment Uber et tout. Vous voulez vous lancer dans ce genre de choses, Bolt. Ne venez pas et puis lancez Bolt, vous allez vous brûler les ailes. Commencez à faire ce que les jeunes propriétaires, entre guillemets, de véhicules font. Propriétaires de bus, de quaster chez nous et tout. Commencez par ça. C'est un peu formel, on va dire, mais ce n'est pas structuré comme une entreprise. Commencez par ça et ensuite, allez vers le secteur formel. Je vais vous raconter un cas pratique. Moi, je suis rentré, j'ai tout de suite formalisé. Mais vous n'avez pas idée du poids fiscal de l'administration. Il y a des problèmes structurels, on va dire, pour commencer. La qualité du service public, la corruption qui est endémique. Vous devez faire face à cela tous les jours. Vous pouvez même être en règle et avoir des problèmes. Normalement, quand on est en règle, on est censé ne pas avoir des problèmes. Mais vous pouvez être en règle et avoir des problèmes. C'est des choses, ce sont des réalités concrètes de terrain. Donc, à petite échelle, testez ce que vous voulez faire dans l'informel. Et lorsque vous êtes sûr que vous avez compris tous les rouages, vous pouvez formaliser. Ce que je dis va être contre-intuitif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. On a un département de l'économie informelle, par exemple, chez nous, au Congo, qui a été créé et tout. Ça peut être contre-intuitif. Mais l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre son investissement n'importe comment. Et donc, si vous ne voulez pas faire perdre votre investissement, ayez la sagesse de commencer des choses à petite échelle, un service minimum viable, un produit minimum viable, à petite échelle, et ensuite, vous pouvez aller vers le secteur formel. Tu vas essayer l'expérience avec le Zabou, ça va marcher, et puis d'autres entreprises vont venir. Mais avant, déjà, comment se passe l'aventure le Zabou? Est-ce que le Zabou est rentable? Tu parles d'association, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une entreprise? Tu as parlé tout à l'heure aussi de... tu vas faire faillite la première fois. Aujourd'hui, tu parles de deux autres entreprises, qui assurément fonctionnent, Jade and Brother et Doxa Group. Doxa Group. Donc, déjà, l'expérience, le Zabou, comment ça va se passer? Et quels sont aujourd'hui, je sais que tu l'as dit à l'introduction, mais vraiment de façon pratique, qu'est-ce que le Zabou fait, vos succès et tout comme ça? Alors, l'expérience le Zabou, on crée le Zabou avec des amis qui viennent, donc les cofondateurs qui viennent principalement de pays qui ont étudié dans des pays anglophones, entre guillemets, le Kenya, etc. On se retrouve tous ensemble et on est confronté à une première difficulté. C'est qu'au Congo, il n'y a pas le statut d'entreprise sociale. Un statut qui existe, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez être une entreprise sociale, c'est-à-dire une entreprise qui fonctionne, qui a le fonctionnement d'une entreprise normale, qui génère de l'argent, sauf qu'à la différence, tous les bénéfices sont réinjectés dans des causes sociales. Donc, c'est un circuit fermé, on génère bel et bien de l'argent, mais les revenus sont réinjectés. Donc, quand on arrive au pays, on se rend compte que ça n'existe pas. Bon, qu'est-ce qu'on a comme alternative autour? Il faut se constituer association. Parce que ONG, il y a beaucoup plus de complications là-bas pour des jeunes et tout. Donc, on crée l'association. Mais dans notre fonctionnement, nous fonctionnons comme une entreprise sociale. C'est-à-dire, nous avons des contrats, principalement avec des écoles qui nous payent mensuellement. On dégage de l'argent, sauf que tout ce qu'on dégage comme bénéfice, on réinjecte
dans tout ce qui d'autres est projets. dans d'autres projets, mais qui cadre avec notre focus qui est la promotion de la science, parce que nous voulons que le Congo ait plus d'ingénieurs, plus de scientifiques, plus de chercheurs, plus de mathématiciens. Nous sommes convaincus que c'est par là que le pays va se développer. Mais est-ce que tu peux maintenant me parler en termes de chiffres? Est-ce que vous avez eu à former, à initier des jeunes aujourd'hui qui ont découvert des passions dans l'ingénierie, dans le robotique, dans les sciences? Bien évidemment, chaque année, en termes d'impact, nous avons plusieurs programmes. On a d'abord des programmes dans les écoles qui sont sous contrat. Okay. Donc, je vais peut-être taire les noms, mais on a des écoles qui travaillent avec nous. Et ça, c'est sur une base, c'est au quotidien. Du lundi au samedi, nous intervenons dans ces écoles. Et comme, là, comme des enseignants? Comme des enseignants, exactement. Okay. Nous enseignons au laboratoire, donc tout ce qui est travaux pratiques de physique, de chimie, de biologie, la programmation informatique, la robotique, l'intelligence artificielle et tout. Il y a des programmes du lundi au samedi au sein de l'école. Et donc, on travaille on crée des classes renforcées. Vous voyez un peu ce qui se fait du côté de LVA, ce qui se faisait avec Total. Et bien, c'est ce même modèle qu'on a eu à copier. On prend les meilleurs élèves, on les met dans une même salle et on organise des ateliers de développement personnel, leadership, entrepreneuriat et tout le package. Donc ça, pour ce volet-là, on peut se dire qu'on est à 100 à 200 personnes qu'on impacte au quotidien, chaque année. Et c'est des promotions. Nous sommes à la 3e promotion. Pour information, nos 2 premières promotions, on fait 100% au baccalauréat scientifique. Donc, c'est des enfants qui ont réussi à faire 14 de moyenne, 15 de moyenne au bac C et qui aujourd'hui se retrouvent soit à UKAKICAM, soit à l'extérieur, au Bénin, au Togo. On pense organiser pour les 10 ans de l'Ouzabou, avoir des feedbacks parce que le travail que nous faisons, pour le mesurer, il faut du temps. Il faudrait aujourd'hui, on commence à avoir des jeunes qui ont leur licence. On va peut-être d'ici 1 année ou 2 ans commencer à avoir des jeunes qui ont fini le parcours ingénierie dans des grandes écoles. Aujourd'hui, on est très content d'avoir un jeune qui est au Massachusetts University, donc au MIT au niveau des États-Unis, qui a osé et qui est au niveau du MIT. On attend qu'il finisse, il sera celui qu'on va mettre notre tête de gondole entre guillemets. Mais au fur et à mesure, une petite aventure qu'on a commence à produire des résultats. L'Ouzabou, aujourd'hui, c'est plus de 5000 personnes qu'on a eu à orienter vers des programmes. Et encore là, je parle des chiffres qu'on peut mesurer et tout, mais au-delà de ça, indirectement, c'est bien plus de 5000 jeunes qui ont été orientés ces 8 dernières années. Est-ce que vous avez rencontré les autorités du pays? Est-ce qu'il y a il y a le regard de l'État sur vos actions pour dire que nous vous encourageons? Est-ce que, par exemple, aussi, puisque vous êtes une entreprise sociale, il y a l'appui du gouvernement, il y a l'appui des organisations, on va dire comme ça m'échappe, les organisations onisiennes. Est-ce qu'il y a des individualités aussi comme ça, des autorités, des députés qui disent, bon, écoutez, c'est très encourageant ce que vous faites, est-ce que vous ne pouvez pas accompagner les enfants de ma circonscription qui vraiment arrivent à apporter un soutien, peut-être financier, peut-être en réseautage, pour vous permettre au fait d'atteindre plus facilement vos objectifs, parce qu'il n'y a aucun intérêt lucratif dans ce que vous faites? Exactement. Bon, on a eu un long parcours. Nous avons rencontré des ministres, des députés, Mais après, on s'est rendu compte que notre priorité, c'était de rendre notre modèle indépendant de toutes ces sources de financement externes. On voulait avoir un modèle propre à nous qui nous permette de générer des fonds d'abord nous-mêmes avant de pouvoir s'exposer à différents fonds. Donc, c'est ce on s'est attelé à mettre en place. Nous considérons qu'à ce stade, nous ne sommes pas encore à mesure d'aller vers les autorités politiques, quoique nous travaillons avec ces autorités-là dans le cadre de nos programmes. On vient juste de finir un programme pendant ces vacances où nous avons formé près de 800 jeunes et avec l'appui, bien sûr, des membres des autorités locales et tout, qui sont invités à nos événements, à nos cérémonies de clôture. Donc, les autorités sont parfaitement au courant de ce que nous faisons. D'ailleurs, nous sommes légalement enregistrés depuis longtemps. Et donc, mais en termes de
de ressources, oui, nous avons des ressources parfois qui viennent de l'extérieur. On participe à des compétitions de financement d'associations au niveau de l'ONU. On a déjà eu à travailler avec le Programme alimentaire mondial, etc. de temps à autre, mais on avait tenu vraiment dès le début à ce que ce ne soit jamais notre première source de financement, qu'on soit capable d'être autonome et que tout financement extérieur qui viendrait, que ce soit un bonus pour nous. Donc, c'est voilà. bien ça. Alors, Jade et Brother et Doxa Group, c'est des entreprises axées sur quoi? Alors, Jade and Brothers, Sarl, est dans tout ce qui est agro-industrie, agro-pastoral. Pour l'instant, est-ce que c'est rentable? L'agriculture paye, mon cher JM. Ça paye. Mais et pourtant, je t'ai jamais, je t'ai jamais vu parler de ça. Hein. Je ne parle pas de mes entreprises généralement. Je ne parle pas de... Quand tu dis ça paye, est-ce que tu es encore à la phase financement ou tu es déjà à la phase... Bon, je croise les doigts. Sans trop parler, je vais t'inviter peut-être d'ici... Je ne sais pas quand est-ce que tu feras un tour au pays. Très bientôt. Voilà. Peut-être le premier trimestre du mois. Ça sera peut-être une exclusivité. J'aurais aimé que dans les champs, dans les champs, on puisse mettre nos 2 chaises et puis qu'on ait une émission là-bas, pourquoi pas. Mais on le fera. Hein. Pour pouvoir... là, on est en public. Je préférerais que ça soit sur le terrain parce que mes business, tout ce qui ne tourne pas autour de l'Ozabou, j'aime pas trop en parler parce que je me considère encore comme un apprenti entrepreneur. Je me considère comme un apprenti, mais un apprenti qui est là quand très même avisé. Depuis 5 ans. Alors, c'est l'agro-pastoral, c'est ça? L'agro-pastoral, donc on est dans tout ce qui est maraîchage. C'est vraiment... Avec une équipe de combien de personnes? Beaucoup. On parle ici, je pense qu'on va arriver bientôt dans 100 hectares. Voilà. Propriétaire Tu me caches les choses. Hein. Ça avance. Donc le milliard de tout à l'heure, au fait, est facilement atteignable. Un jour. On y travaille. On est en train de travailler petit à petit avec nos menus moyens. On n'a pas, j'ai pas les moyens de prendre 100 hectares du coup. On les a coudé par coudé. Voilà, petit à petit, on essaie de payer, mais le projet il est vraiment énorme. Et voilà, ça c'est du côté agro-industrie. Et côté Doxa, ce qu'on voudrait développer, c'est répondre aux besoins, on va dire, physiologiques, aux besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, se déplacer, etc. C'est vraiment dans ça qu'on est focalisé. Et pour l'instant, le maillon qui fonctionne au niveau de Doxa Group, c'est les services de mobilité. Donc, on est en train d'essayer. Pour cela, je vais Donc, en fait, le projet de cette affaire de mobilité, tu ne l'as jamais lâché? Non, je ne l'ai jamais lâché parce que je sais qu'il y a... Bon, je suis entrepreneur, j'ai l'esprit entrepreneur, je sais qu'il y a l'argent dedans parce que c'est l'avantage dans ce business, c'est qu'on voit l'argent tous les jours. Okay. Voilà, parce que Mais il faut bien organiser des choses pour éviter de croire que tout ce qu'on voit là doit aller dans la poche. Exactement, il y a une différence et ça, c'est ce qui a fait, on va dire, qui a fait que j'échoue avec ma première expérience entrepreneuriale, c'est que je ne comprenais pas très bien quel est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires et qu'est-ce qui nous revient directement, comment on calcule tout ça. J'étais un peu perdu côté aspect comptable, mais après, on s'est formé là-dessus et on a commencé à comprendre comment ça fonctionne. Et pour limiter, il y a toujours des erreurs qui arrivent, on perd toujours de l'argent. J'étais en train de dire à quelqu'un à peine avant-hier que le mois de novembre a été vraiment un mois compliqué pour moi parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais on est toujours là, on continue à fonctionner parce que lorsqu'on a mis en place un certain nombre de mécanismes et de systèmes, on est capable de savoir très rapidement qu'on a perdu de l'argent et de manière à pouvoir corriger, rectifier le tir pour pouvoir avancer. Donc voilà, avant, il n'y avait pas de mécanisme pour se rendre compte rapidement qu'on a commis une erreur, mais aujourd'hui, il y a ces mécanismes-là. Et donc, comme quoi, il faudrait toujours apprendre de nos erreurs et essayer de les limiter, mais les erreurs seront toujours là, ça va arriver, tant qu'il y a l'humain. Alors, et à chaque émission, il y a 10 questions signatures que je pose plutôt à des invités. Et est-ce que, avant que je te pose les 10 signatures, les 10 questions signatures qui vont sanctionner cette émission partie 1, parce que là, vraiment, on était sur toi, sur ta personne, sur ce que tu fais, sur les activités, sur
un peu comment tu vois le monde, mais la deuxième émission qu'on va tourner avec toi sera beaucoup plus pédagogique pour donner vraiment de la matière à la jeunesse, de la matière à tous ceux qui te suivent, pour pouvoir construire, au fait, des systèmes. Moi, je pense et je le crois qu'on ne réussit pas parce qu'il y a une bénédiction sur nous, on ne réussit pas parce qu'on a les diplômes, mais on réussit parce qu'on construit des systèmes autour de nous et ces systèmes-là nous poussent à devenir cette valeur ajoutée que nous sommes censés être pour la société. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire qu'on a oublié de poser avant que je te pose les 10 questions signature? Non, allons-y pour les 10 questions. Ok, mais avant de te poser les 10 questions signature, j'aimerais vous rappeler que nous sommes soutenus dans cette émission Deep Conversation par l'ENFI qui nous accompagne et qui met à notre disposition, malgré que le projet n'a pas encore atteint des proportions où on peut recevoir, je ne sais pas, un président ou au point où on peut devenir une institution, mais l'ENFI a accepté de nous soutenir. Donc, pour ceux qui sont en Europe et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos parents qui sont en Afrique, n'hésitez surtout pas à utiliser les services de l'ENFI. C'est très simple, vous téléchargez l'application gratuitement sur App Store ou bien Google, je sais pas, je suis chez Apple, donc la plateforme de Google, Google Apps, je sais pas, voilà, Google Play, voilà. Vous téléchargez l'application l'ENFI et vous suivez toute la procédure, c'est gratuit. Vous n'allez rien dépenser pour envoyer de l'argent à vos parents, surtout en ce début d'année, c'est très important. Vous savez, le mois de janvier en Afrique, c'est un mois assez compliqué pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Afrique. Aussi, j'aimerais remercier ceux qui ont déjà pu commander Le pouvoir caché des relations, qui est mon premier livre qui aborde une question très importante, la question de la découverte de soi avant d'aller à la rencontre de toutes les personnes qui sont des valeurs ajoutées pour nous et comment nous-mêmes on peut devenir une valeur ajoutée. Le pouvoir caché des relations est vendu au prix de 25 € un peu partout en Europe et sur Amazon, au prix de 15 000 francs en Afrique, que ce soit centrale, Afrique australe, Afrique de l'Ouest. Vous pouvez vous procurer Le pouvoir caché des relations. Alors, mais du coup, on n'a pas abordé, pour chuter peut-être, le fait qu'il faudrait, et j'encourage beaucoup à être salarié entrepreneur, juste pour chuter là-dessus. En disant que le salariat a ses avantages, on les connaît, on les cite, la sécurité d'un salaire, le fait qu'on puisse beaucoup apprendre lorsqu'on est dans le monde, le corporate, entre guillemets, le monde du travail. On apprend comment les procédures fonctionnent, la hiérarchisation des tâches, ce qu'on appelle les job tickets, les descriptions de postes, comment on met en place des indicateurs de performance et tout. C'est des choses qui sont très importantes et qu'on apprend dans le milieu corporate. Mais à côté de ça, le salariat a ses limites que l'on connaît. Le plafonnement du salaire, le fait qu'on soit figé dans un bureau pendant une certaine période de temps, un temps déterminé qui constitue véritablement la majeure partie de nos journées. Ça, ce sont les limites du salariat. Je parle ici dans un contexte africain. Dans un contexte africain, purement africain. Alors, d'autre part, on a les limites de l'entrepreneuriat chez nous. C'est désorganisé très souvent, le manque d'accès au financement, il y a des problèmes structurels, la qualité des services, les problèmes endémiques comme la corruption, etc. Toutes ces choses qui font que des entreprises sont créées et qui rapidement disparaissent. Alors, pour moi, je pense qu'il faudrait combiner les deux, c'est-à-dire créer, pour moi, d'abord, ça part de la définition qu'on a de l'entreprise. Une entreprise, pour moi, c'est une activité économique rentable, mais la précision, c'est la chute, elle est importante, c'est qui fonctionne quasiment sans moi. Donc, si vous êtes quelque part et que vous avez cette définition de l'entreprise, vous savez quelle est votre mission en tant que chef d'entreprise. C'est de créer une activité économique qui soit rentable, mais qui fonctionne quasiment, je mets quasiment, sans vous, parce que vous devez quand même diriger votre entreprise, mais en mettant en place des process, des systèmes, etc., qui vont faire à ce que vous puissiez être à la fois dans un bureau quelque part, de 7h à 17h, je ne sais pas, ou de 7h à 18h, mais qu'on n'ait pas besoin de vous forcément
pour actionner ce qui doit être actionné pour que l'entreprise tourne, de manière à ce qu'après le service, que vous puissiez consacrer peut-être 1 heure, 1 heure et demie ou 2 à vérifier ce qui s'est passé, etc., avoir une dernière réunion avant de s'occuper, bien évidemment, du volet familial si on a une famille. Donc, c'est possible de le faire parce que moi, j'estime que si les Africains peuvent gérer, bon, c'est une parenthèse, 2, 3, 4 bureaux, ils peuvent bien gérer et le salariat. Et le salariat et l'entrepreneuriat. C'est pas si difficile que ça. Ok. Voilà. Parce que déjà, gérer 2 ou 3 bureaux, c'est extrêmement difficile en termes de stress. Ça demande beaucoup de stratégie. Donc, ça veut dire qu'on a l'énergie qu'il faut pour faire les deux, pour concilier les deux. Ok. Voilà, les 10 questions signature. Le salariat est-il pour toi une école ou une frustration? Pour moi, j'ai l'habitude de dire que je suis employé pour faire de l'argent mon employé. Ok, donc une école. C'est une école. Ok. À quel moment as-tu compris que tu ne pouvais pas tout quitter tout de suite? C'est-à-dire peut-être quitter le salariat pour l'entrepreneur ou quitter l'entrepreneur pour le salariat? Lorsque j'ai compris que l'entrepreneuriat avait besoin de piliers. Ok. Pour moi, il y a des piliers. Un des piliers, c'est... On va en citer 7. Donc, je vais les appeler les 7 F. Ok. La famille, très important. Quand vous êtes dans l'aventure entrepreneuriale, famille avec grand F ou avec petit f, c'est important. Ok. La foi. Les entrepreneurs sont des hommes de foi. Parmi ceux des croyants qui exercent le plus leur foi au quotidien, ce sont les entrepreneurs. Ok. Nous avons la flexibilité, la capacité à être prêt, à ne pas être prêt. Ok. C'est comme ça que moi je définis la flexibilité. Il faut en avoir lorsqu'on fait les affaires au pays. Il y a les facultés, donc les compétences qu'il faut développer. F, formation, très important. F encore, le focus. Notre focus, c'est notre vision. Lorsque on va lire les résultats financiers, c'est le focus qui va nous aider à continuer à y croire. Il y a les finances, très très important. Et donc, pour rassembler tous ces piliers-là, le salariat, c'est quelque chose de très important. Ok. Qu'est-ce que le salariat t'a appris sur toi-même? Ça m'a appris la capacité à suivre quelqu'un de manière à être capable de faire à ce que les gens puissent me suivre un jour. Si vous n'apprenez pas à être dirigé, vous n'allez pas diriger. Ok. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a révélé que le salariat ne te montrait pas? Waouh. Ça, c'est une question. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat m'a appris? Que le salariat ne t'a pas appris ou ne t'a pas montré? Dans le monde du salariat, les risques ne sont pas très, très encouragés parce que c'est un monde où, voilà, il y a, comme je disais, tout est codifié. Alors, l'entrepreneuriat me permet de prendre plus de risques. Ok. Le plus grand danger du double ancrage salariat-entrepreneuriat, selon toi, c'est quoi? Ne pas savoir pourquoi on le fait. Okay. Le faire parce que c'est tendance. En fait, le même danger que court quelqu'un qui est juste entrepreneur parce que c'est tendance. Ok. Voilà. Comment gères-tu la fatigue mentale liée au fait que tu es en même temps salarié? Est-ce que déjà tu arrives ou bien ça va, tu es équilibré? Justement, voilà pourquoi j'ai parlé des piliers tout à l'heure. Okay. Un des piliers, c'est la famille. Et lorsqu'on a la famille, ça permet de savoir qu'il y a plus, il y a mieux, il n'y a pas que l'argent, la recherche de l'argent dans la vie. Voilà. Quels sont les types de profils qui ne sont pas destinés à ce double ancrage entre entrepreneuriat et salariat? Est-ce qu'il y en a? Les paresseux. C'est pas un truc interdit aux paresseux parce que c'est pas quelque chose pour voilà, ceux qui aiment... bon, j'ai peut-être exagéré en disant paresseux, ceux qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Voilà, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort, n'essayez pas ça. Ne faites pas ça chez vous, comme disait une émission jadis. Ok. Qu'est-ce que tu refuses de sacrifier dans cette phase de ta vie? Ma famille. Ok. Pour toi, c'est vraiment le pilier. Ah oui, c'est important.
Ok. Et si tu devrais donner un conseil à quelqu'un pressé de tout quitter, ce serait lequel? Quelqu'un qui est pressé de quitter le... Peut-être le salariat pour l'entrepreneur ou l'entrepreneur pour le salariat, ou quitter même l'Europe, un lieu pour rentrer au Congo. Qu'est-ce que tu diras à cette personne? Il faut mesurer ce qu'on veut avaler. Sinon, ça risque de se coincer au niveau de la gorge. Il faut développer la capacité à planifier. Parce que celui qui ne planifie pas ce qu'il veut faire planifie son échec. Merci Jaffé Mavungu pour cette première partie. Ça a été pour moi un réel plaisir de te recevoir. Alors, vous qui suivez cette émission, nous sommes à la fin de cette première partie. Nous allons tourner la deuxième partie qui sera un peu plus pédagogique. On va tous aller s'asseoir au pied de Jaffé Mavungu pour apprendre quelques mécanismes techniques afin, nous aussi, à notre tour, pourquoi pas, d'avoir des 100 hectares, d'avoir des entreprises dans la mobilité. Pourquoi pas aussi, pour ceux qui hésitent à se lancer dans le salariat, à le faire. Si vous avez une situation quelconque qui vous empêche administrativement de bien vivre ici en Europe, vous avez l'agence SAD Consulting qui peut vous accompagner dans la résolution de ces problèmes. C'est un cabinet juridique qui accompagne et qui a déjà accompagné plusieurs personnes. Et même ceux qui sont au niveau du Congo, vous avez des problèmes pour avoir les AVI, pour avoir le visa, pour avoir un document administratif, eh bien, vous pouvez prendre attache avec SAD Consulting qui apportera des réponses adéquates à ces situations une fois en contact avec les responsables de cette agence. Donc, depuis le début de l'émission, vous avez vu qu'il y a un crawl qui circule. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec cette agence. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro, ou disons à très bientôt pour la deuxième partie. On a l'habitude de le dire dans cette émission, Yebelardo, 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 toujours Nakadra Yebelardo en ensemble.